Bon après-midi à tous. Bon après-midi à nos abonnés, à nos internautes. Fidèles de ce qui était encore appelé il y a quelques mois le Camtel Digital Talk, qui est devenu le Blue Digital Talk. Lui, il avait compris, depuis quelques mois, Camtel a lancé la marque Blue, sa nouvelle marque commerciale, et qu'aujourd'hui, dans la tendance, votre webinaire devient donc le Blue Digital Talk. Aujourd'hui, nous allons parler formation et économie numérique. Nous allons nous poser la question de savoir que faut-il comme formation pour être compétitif dans notre environnement. Pour nous accompagner cet après-midi, je suis accompagné de 3 experts, 3 compétences avérées dans le domaine de la formation qui sont avec nous pour nous édifier sur la thématique ainsi arrêtée. Nous avons avec nous aujourd'hui Dr Martial Kadi, docteur en stratégie d'entreprise et responsable Digital Center dans le cabinet Panes Conseil. Bon après-midi, Martial. Bon après-midi, Lionel. Bon après-midi à tous les intervenants et à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Merci. À côté de Martial, nous avons Dr Robert Sembeni, qui est Data Protection and Compliance Officer chez Epicentre, qui est la branche épidémiologie de Médecins sans frontières. Bon après-midi, Robert. Bon après-midi, Martial. Je salue tous les copanélistes et les internautes qui sont connectés en ce moment et ceux qui se connecteront après pour suivre la discussion. Donc, hello to everyone. Okay, good afternoon, Robert. À côté donc de Martial et Robert, nous avons celui-là qui est un acteur du monde des incubateurs, de la tech entrepreneuriale. Il s'agit de Benjamin Gongan, qui est cofondateur et directeur exécutif de l'incubateur Obotama. Bon après-midi, Benjamin. Merci Lionel, bon après-midi aux copanélistes et à tous ceux qui vont nous suivre sur les différentes plateformes. Bon appétit à toi. Comme à l'accoutumée, notre webinaire aura 2 phases. La première phase, celle-là donnera la parole à chacun de nos panélistes dans 10 ou 15 minutes pour donner son point de vue par rapport à la thématique arrêtée. Et la deuxième phase sera consacrée aux questions-réponses. Nous prenons quelques questions de vos abonnés qui vous nous écoutez pour pouvoir édifier et adresser vos différentes questions. Économie numérique et ressources humaines. Quelle formation faut-il pour être compétitif? Sans plus tarder, nous allons commencer le premier tour de table. Je commencerai par Dr Martial Kadi. Quel est ton point de vue par rapport à cette thématique? Toi qui surfes avec le monde de l'enseignement à l'ESSEC et à travers le cabinet dans lequel tu officies comme responsable Digital Center, de ton point de vue, quel type de formation les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui doivent avoir pour être compétitifs? Martial, tu as la parole. Oui, merci Lionel de me passer la parole. Voilà, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous avez dit, je m'occupe de la coordination du Digital Center de Panes Conseil, qui est un cabinet de conseil en management qui a 25 ans et qui a eu certaine expertise dans l'accompagnement des entreprises dans tout ce qui est management et aussi digital. Tout cela s'est accéléré pendant la période de la crise Covid, où chez Panes, on a dû digitaliser nos contenus de formation. Parce que là, je vais aborder un peu le thème de la formation sous l'angle de la formation professionnelle et académique. Parce que comme vous l'avez dit, je suis enseignant permanent à l'ESSEC de Douala et j'ai été recruté à l'ESSEC au poste d'enseignant en marketing digital. Donc, je suis au département marketing digital et mes travaux de recherche doctorale ont porté sur la pérennité des business models, des projets open source. Tout ce qui est open source, on est toujours dans les software. C'est un sujet qui me tient à cœur, d'autant plus que tout ce qui est technologie évolue rapidement, mais il y a nécessité de contextualiser.
Donc, au Cameroun, on a une double problématique, celle de tous les étudiants pour les demandeurs d'emploi, voilà, d'intégrer des compétences, voilà, de répondre aux demandes d'emploi liées au digital, et aussi la nécessité pour ces derniers-là, voilà, pour les entreprises qui soient internationales, qui viennent s'installer au Cameroun, d'adapter, d'adapter les stratégies digitales au contexte local camerounais. Voilà, parce que comme vous le savez, on le dit souvent dans l'adage, voilà, en ligne, dans les forums, voilà, que si on t'explique, voilà, si on t'explique, tu comprends, voilà ce qu'on a mal expliqué. Donc, c'est un peu complexe et je pense que la thématique répond à un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle de transformation digitale. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on parle de formation d'emploi dans le digital, c'est beaucoup plus les emplois qui tournent autour des IT, les ingénieurs, la fonction informatique de l'entreprise, ou alors la fonction marketing ou communication digitale. Mais ce que je voulais dire avant d'entrer dans le détail de ce qui se fait sur le plan de la formation professionnelle ou alors académique à l'ESSEC où je suis, nous avons lancé des formations, des nouvelles formations professionnelles dans le digital. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise se transforme dans son ensemble. Donc aujourd'hui, le digital n'est pas uniquement les emplois liés à la fonction IT ou alors la fonction marketing et communication. Aujourd'hui, tout demandeur d'emploi ou alors tout cadre en fonction qui recherche des nouvelles opportunités doit s'arrimer au digital. Voilà, il doit acquérir des compétences digitales parce qu'aujourd'hui, voilà, dans le cadre de la transformation digitale, vous savez, il y a des enjeux liés au changement. Il y a des difficultés de changement. Donc, les entreprises sont toujours très ouvertes ou alors sont très heureuses de tomber sur les compétents qui comprennent le discours voilà, digital, qui ont compris la démarche et qui vont s'adapter en quel que soit le poste en entreprise, que ce soit la fonction finance, comptabilité, logistique, que ce soit l'usine, voilà, qui vont pouvoir s'adapter aux évolutions technologiques. Donc aujourd'hui, le digital n'est pas, ou alors les opportunités ne sont pas que au niveau voilà, des fonctions IT ou commerciales. Il faut que l'entreprise dans l'ensemble, voilà, tous les collaborateurs se digitalisent. Parce que si la fonction marketing réalise des changements dans ce sens-là, et qu'il n'y a pas une symbiose, une compatibilité, ou alors une entente avec les différentes fonctions, on n'arrivera pas à un résultat. C'est un travail d'ensemble. Voilà. Bon, si je veux revenir au niveau des formations, ce qui se fait localement, on peut noter qu'il y a un engouement. Il y a une demande, il y a une forte demande des entreprises locales au niveau des formations liées au digital. Sur le plan des formations IT, nous, à l'ESSEC de Douala, nous avons lancé, par exemple, des formations en Big Data, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une absence, il y a un manque de ressources, ou alors il y a un manque de personnel formé sur l'analyse des données. Donc, on collecte des masses de données, on a des données, mais la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut les valoriser. Donc, nous, à l'ESSEC et dans d'autres écoles au Cameroun ou encore à Polytechnique à Yaoundé, voilà, FGI à Douala, ou les écoles privées. Donc, il y a un développement de ces formations-là qui tendent à répondre à tout ce qui est Big Data. Bon, je pense que sur le plateau, il y a des experts en matière de données. La difficulté que nous avons souvent, c'est voilà, est-ce que, bon, ils vont nous répondre, est-ce qu'au Cameroun, on peut parler de Big Data? Est-ce qu'on a une masse de données assez volumineuse pour pouvoir être considéré comme des data? Et comment est-ce qu'on peut valoriser ces données-là sur le plan commercial pour mieux comprendre le client, pour répondre à l'expérience clientèle. Voilà, donc, en fait, ce sont des postes qui sont, on va dire, à la croisée des chemins entre la gestion et l'informatique. Donc, aujourd'hui, les entreprises ne souhaitent pas uniquement des informaticiens, mais des informaticiens qui vont comprendre le langage de la gestion, qui vont pouvoir faire parler les données et pouvoir valoriser ces données-là pour permettre à l'entreprise d'être plus compétente. Donc, on parle de ces formations-là, on parle de tout ce qui est intelligence artificielle, ça vient. Bon, c'est vrai que c'est très peu développé dans notre contexte, hein, surtout dû à la capacité de nos entreprises à absorber voilà, ces éléments-là. Et nous, ce qu'on fait aussi, bon, on s'est rendu compte que la plupart des étudiants aujourd'hui, notamment ceux des IT, souhaitent se lancer à fond dans les formations digitales. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, plus le digital avance,
plus les compétences recherchées sont liées aussi à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Parce que plus il y aura des machines, plus il y aura des logiciels, plus on va automatiser, et plus les compétences liées à l'humain, à la capacité de collaborer, ce que j'ai fait parler les données, tout ce qu'on va qualifier d'intelligence émotionnelle, vont être prises en compte. Donc aujourd'hui, le manager IT doit allier ces deux compétences-là. Et c'est pourquoi dans le programme IT, on essaie d'intégrer un peu plus de stratégies, de relations clientèle. Bon, et aussi sur le plan toujours pour reprendre votre question, sur le plan du marketing, le marketing digital, il y a quelques années encore, ceux qui géraient la partie digitale, communication digitale dans les entreprises, on va dire, c'était les informaticiens. C'était des plus informaticiens qui savaient créer des sites web, qui savaient faire des publicités, des sponsoring, administrer les données. Mais aujourd'hui, on a des formations. Voilà, on a toutes les écoles privées et publiques ont lancé des masters en cours du soir, des formations continues, pour essayer de fournir au marché camerounais local des opportunités en matière de digital. Et les principaux postes qui sont aujourd'hui demandés et les formations qui peuvent les répondre sont liées à tout ce qui est stratégie digitale, à tout ce qui est le web design, à tout ce qui est analyse de données ou alors celui qui va gérer l'expérience clientèle. On a aussi des formations ou alors au niveau universitaire, hein, nous avons des chercheurs qui travaillent sur la question des contenus, comment créer des contenus qui vont créer l'engagement, qui vont développer le maximum d'expérience clientèle. Donc, je pense que d'ici quelques années, on aura des experts. Bon, la difficulté que nous avons, c'est que les formations qui sont développées, on va dire, manquent un peu de formateurs ou d'enseignants qui ont des qualificatifs à ce niveau-là. Et c'est pourquoi on espère, on attend la première cuvée, hein, on attend la première cuvée de docteurs, de chercheurs qui ont fait les recherches spécialement dans ce domaine-là pour pouvoir fournir des formations à la pointe et surtout adaptées. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des outils qui sont repris d'ailleurs et qui parfois ne sont pas adaptés au contexte local. Donc, il y a beaucoup d'opportunités et la compétence universitaire ici ne compte pas. De repenser la manière de dispenser les cours, parce qu'aujourd'hui, les entreprises vont vous dire qu'est-ce que vous savez faire. Donc, le digital aujourd'hui pousse des entreprises qui recherchent des collaborateurs à adopter la méthode anglo-saxonne. Donc, on va un peu délaisser tout ce qui est diplôme, tout ce qui est compétence universitaire pour aller sur le savoir-faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et c'est ainsi qu'on peut noter que la plupart des experts sont des autodidactes. Hein. Voilà. Parce que quel que soit le cours que nous donnons à l'université, ce que nous disons aux étudiants, c'est que si vous ne travaillez pas, si vous ne montez pas des projets, vous ne pourriez pas vous vendre. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut recruter une ressource dans les IT, dans le digital, on va vous demander quel est votre LinkedIn, quel est votre Facebook, quelle est votre communauté, passez-moi votre Twitter pour voir comment vous existez. Parce qu'on ne peut pas accompagner une entreprise dans le digital si on n'est pas soi-même digitalisé. Voilà. Et ça, c'est de l'auto-formation. Voilà. Donc, dans un groupe d'étudiants, ceux qui vont se démarquer le plus sont ceux-là qui vont travailler le soir, qui vont intégrer des projets, même en tant que bénévoles, ce qui est compliqué dans le contexte camerounais, mais sont ceux-là qui montent en compétences et qui seront les plus aptes à répondre aux besoins des entreprises. Donc, pour conclure mes propos, je vais dire qu'il y a beaucoup d'offres hein, sur le marché, mais ce qu'on veut, c'est des offres spécialisées et qui répondent aux besoins bien précis. Voilà, qui répondent bien précis, aux besoins bien précis. Ce sont des offres qui vont allier les compétences techniques aux compétences managériales. Donc, il y a des opportunités d'emploi dans ce sens-là et des formations commencent à émerger, mais la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Mais nous avons bon espoir que dans les mois à venir, les années à venir, que les choses aillent pour le mieux. OK. Merci Martial. Il faut le dire, il faut le rappeler, parce que nous sommes aujourd'hui en plein dans la transformation numérique. C'est la 4e révolution industrielle et qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas en reste, et le Cameroun aussi. Donc, du coup, il y a beaucoup d'experts qui ont appris par expérience de manière empirique. Aujourd'hui, pour offrir une formation de qualité, pour permettre d'être compétitif, il faut absolument qu'au niveau du corps enseignant, de ceux qui sont les formateurs, qui est ceux qui ont fait des recherches, qui ont poussé la réflexion, des études sur le domaine pour pouvoir donner une formation de qualité à nos jeunes pour que demain ils deviennent compétitifs. Ce que je retiens aussi, c'est que derrière ça, l'économie numérique est transversale.
Ce n'est plus l'apanage des informaticiens, des IT, puisque tous les secteurs d'activité sont touchés par cette transformation numérique-là, et qu'aujourd'hui, parler de formation englobe tout le monde, pas uniquement ceux qui sont par vocation ou par formation dédiés à faire l'économie numérique. Aujourd'hui, la santé, la logistique, la comptabilité, la finance, tous les secteurs d'activité sont touchés par le numérique. Et avoir les experts sur ces différents domaines-là permet donc de densifier en qualité l'offre de formation pour que demain, nos jeunes deviennent donc compétitifs et puissent challenger avec les autres jeunes du monde entier. Sans plus tarder, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre qui a parlé de données tout à l'heure. Les données, c'est la matière première pour moi de l'économie numérique. Aujourd'hui, on ne peut pas former sur le digital sans avoir un œil, une sensibilité sur la partie data. Donc, pour continuer et embrayer à ce que tu as dit, je m'en vais passer la parole au Dr. Robert, qui est un peu spécialiste dans la matière de data, qui pourra donner son point de vue sur le sujet. Robert, you have the floor. You can speak in English. Thank you very much, Lionel. And I very much agree with what the previous panelists has said. The digital economy now is cross-cutting. It's no longer an affair of just computer scientists or mathematicians and all. Everyone needs to get into the train because it's a moving train, and anyone who does not hop in would only have their teeth to gnash. You know? So let me start by answering the question that Dr. Martial asked about the data, about Africa being able to, you know, process big data. I think the answer to such a question can neither be a yes nor a no, but it's we're getting there. We're not yet where we would want to be yet, but at least we're no longer where we were 5-10 years ago. You know, there's a lot improving. You have a lot of data hubs that are emerging everywhere in Africa. You have these incubators that are coming up. And the good thing that it's noticeable with these incubators is they have a vision, they have a line of sight. So you have all of these little startups that are grouped together, and each of them working on different projects but contributing to some greater, some global vision. And it's that global vision that's going to generate the kind of data that we actually need to be able to analyze and to respond to very specific questions that are very important to decision making in Africa and in Cameroon in particular, digital economy or digital ecosystem. So just to give my own point of view on the subject, I think there is a lot to take in. But first, we need to have a backbone, of course. What Camtel is doing now, what Camtel is doing with Blue, it's a good initiative, and we pray that we get the expected results and that others follow suit, because we need many such initiatives. The reason being that the broadband internet connectivity is still a problem in Africa and in Cameroon in particular. Coverage is still a problem, access is still a problem, affordability as well is still a problem. So all of these are prerequisites to building a solid digital economy. That said, one other thing too that we need in a digital economy, and in order to be, because one other keyword that we have in this talk is competitivity or competitiveness. If we need to talk about the digital economy and with a perspective of being competitive, there is a prerequisite that we cannot go without, which is competence. So we need to have competent individuals, and we need to have competent enterprises. I have my former professor and mentor, Professor Maurice Twente, who some of you might know. He once said something during one of his lectures. He said, if you have a group of people working towards a common goal, and amongst those you have three, you have one that is wicked,
just actively tries to impede your progress. You're another person that is ignorant. That is someone who does not do something not because they don't know, but because they've not had that exposure yet. And then you have someone that is incompetent. That's someone who does not know, and trust me, does not know that they do not know. So the question is, among these three people, who is going to be the most dangerous to the advancement or to the attainment of the objective of that group? I mean, in our society, the answer could be very, very subjective. So you can choose any answer, you give a lot of justification for it. But if we bring it back to the context of competitiveness and the digital economy and trying to build something that is solid and that can actually help to solve our day-to-day problems, then the answer becomes clear. It's someone who is incompetent. So incompetence is actually the prerequisite that we must have in order to talk about building a solid digital economy. Without incompetence, we completely dilute the essence of talks like this one and of all the efforts that are being put on the ground to improve on the digital economy. Then going further, the digital economy does not do any magic. There is absolutely no magic. It's just a transformation of what happens offline. So we just take our attitude that we carry offline online. So if we used to do things in a certain way offline, trust me, we're going to do the same thing in the same way online. When we get digitalized, we get exposed. You know, it becomes even difficult to hide some of those weaknesses that we might have gotten away with without digitalization. So when you get digital, you get exposure, you get people looking at you, you get critics. So you need to have the necessary, you need to deliver, you need to be productive, you need to, and then you start being judged by other indicators than the ones you used to have during your indicators like timeliness. So you need to be able to say, when I can do this, I can do it in 2 hours or in 1 hour or in 2 days, you deliver in 2 days. You need to be proactive. You need to be, if you put a chatbot or an online presence with a contact button, you need to ensure that when someone writes, there is someone that responds and in record time. When your end users pose questions or they ask to get more information, they get the responses that they need. So you need to, this is at a more macro scale with enterprises and SMEs and companies and all. But it can also happen at the micro scale. So the same habits that you have as an individual, if you don't cultivate the good professional habits, you know, okay, we've already said that competence is important. There is a lot of resources, there are a lot of resources online. You can build a competence in any domain at any time from scratch to become a seasoned professional. You have a lot and lots and lots and lots of resources online. So the key differentiating factor becomes now, what are those secondary skills that you have? Communication, you know, being able to listen to others and to understand that people can have views that are not same as yours. You know, being able to accommodate such divergent views that disagree with you, being supportive, being part of a team. Those are things that we cultivate that we need even offline, and we need them even more online. Because online, you know, you don't necessarily have the person physically in front of you. You don't necessarily see the person when you're communicating. So you need to be able to imagine and perceive the person, and you need to be also be able to make yourself perceive positively and make your interlocutors perceive, imagine you positive. And that can only happen by the way you communicate, the way you write your email, the way you express yourself in emails, the way you express yourself in a report, an activity that you had and you report. You know, it's clear, I'm sure it's common knowledge that
the response you get, positive or negative, your request depends on how you write you write it, how you wrote it. So there's the second thing is being performant, being reliable, making yourself to be indispensable for something, in a certain setting. You need to be in such a way that when your coworkers, when people in your network think of some activity, think of some task, you are amongst the first person that comes to mind. You need to build that kind of competence. Then you need to have it's very difficult one, but it's still very key, good judgment. You need to be able to not make decisions on the fly and very rapidly and hastily, but to be able to consider several options and to discuss around you and have a mentor, have someone you can discuss with. Those are habits that we need to have offline. And when we get online, they even become more important and more visible. And the absence of those can actually just mark our presence online. Then the last habit that I think we should have is curiosity. And that is the crux of the matter. You need to be curious. You need to be able to take up space. If you're in a setting and you're discussing with your coworkers, and then there is an issue that comes up, don't hesitate. Take up your hand, say, hey, I would try to get more information on that and come next time. That's a learning opportunity. That's the way you learn while on the job. Then there is also I don't want to get into it because we're talking about human resources and being competitive. So I limit the talk to people that are already active professionally and that need to improve on their productivity. But if we come back to those that are still job seeking, it's a whole new domain and it's a whole new area of discussion. As Dr. Martial said, you need to curate your social network. Your net worth is your network is your net worth, as we always say. So you need to. There's this the first algorithm that I think Google still uses it. It's called PageRank. It simply says that when you follow important people, you become important. Exactly. And when important people follow you, you become important. So by following important people, your importance increases, and important people start following you. So you need to build that kind of network that makes you part of something and that makes you visible because and I'm sure the other panelists will agree with me and you too, Lionel, because if you've been in a recruitment jury, if you're in an enterprise at the level where you recruit, you would see that more than 80% of the jobs that people get recruited into are from recommendations. And recommendations are from. Sorry, I got. Can you hear me? Oui, on t'entend. Okay. So recommendations are from your network. So you need to build that solid network so that you get the presence that you need to be able to get access to the right resources, to the right activities that actually improve on your competitiveness and that actually make you a better contributor to building the digital economy that we're talking about. Now, there's another aspect completely before I come to what the training and what specifically people need to get trained on, which is more policy. I think it's important that we have policies and regulations that guarantee a safe, equitable, and a positive competitive environment. Because without that, the enterprises, the stakeholders in the digital economy, as well as the end users, are not protected. Anyone can open a website and do e-commerce, but we need to have
some regulation that ensures that anyone who says they're selling something is actually selling something. They actually have what they say they're doing. Otherwise, we don't protect the customers, and then it becomes a big cacophony. Then we need to also have the access to financing. We cannot talk about all of the digital economy without financing. When we say companies need to invest in training or in capacity building for their staff, it's financing. They need finances to do it. And for companies, this has to be a holistic approach, because when you invest in your HR, when you invest in your personnel, they gain performance, they gain in self-esteem, they gain in value, and you need to be able to match that gain in value by some form of remuneration. So if you invest only in the training and you don't invest in all the marketing strategies that would actually make you have more profits or more financial entries, you won't be able to match the values of your staff, and trust me, they're going to leave you and they'll go to your competitor. So when companies are thinking about digitalizing their activities, they should think about it in a holistic manner. It should be not just the training, it should not just be the marketing, it should not just be the finance or the HR or logistics. It should be holistic. Every aspect of the business has to come into play. Now, companies need to invest, and I'm joining Dr. Maciel in saying this, in their internet presence. There's this new concept, and it's new relatively. It's SEO, search engine optimization. I think that's the basis for every company that wants to have a good internet presence or good digital presence. You need to invest in your social marketing, your social network marketing. You need to be able to not just stick or remain at the level of okay, we've created a website, we're visible, that's fine. Now you've just thrown away money, and you're not going to get any returns from that. To actually get anything from that kind of investment, you need to get into social media analysis. You need to do content monitoring, and before you do content monitoring, you should produce content. So you don't have to have a Facebook page or Twitter page that gets a post once every 3 months. Now you need to engage in content production. You need to engage in content that actually producing content that actually engages or entices your target population, your target users to actually interact with your page. You need to analyze the way the end users interact with your page. You need to seek for this generally it's get remarks from your end users and actually work on them. Just one of you might get 1,000 remarks, but just 1 or 2 actually make sense. That work on those 2 and improve on something. You need to invest in IT. It's called backlink analysis. Which is some way of communitarizing the digital economy. That is, if I have a startup, some other person has a startup, some other person has a startup, we offer services that might be interconnected. I lose absolutely nothing by putting the link to your social media or to your website, your social media handles within my own social media handle or in my own website. So that way of partnering and sharing actually helps build the digital economy. And trust me, it's not just one company that is going to do it all. It's going to be a concerted effort. So, yeah. So backlink analysis is being able to see how many other websites or social media platforms actually have links that point back to you.
the more you have such links, that the more traffic will be, pulled back to your website. Then one other thing that companies need to actually get into is competitor analysis, of course. Okay. Your competitors are as present on the web as you are. So, go there and learn from them. There's a famous Cameroonian singer who said, if your neighbor does something that surprises you, just copy it, Stratégie du mytho, ça marche toujours. Exactly. So if you see a competitor that is doing something that is good, that is working, why not try it? And if it's something that requires that you give credit where it's due. If they design a new technique and it's working and you're using it, give credit to them. Try to be create a sane, competitive environment. See what your competitors are doing. Try to improve on your own competitive edge or competitive aspect, but get more on the know that it's a community approach and try to be part of the community. Try to create a brand. It's very complicated. I know it's very difficult, especially for our African context, to have a brand that actually gets sold out. And the reason is that we are still very much attached to anything that is external. We don't yet have confidence in what is produced locally. It's not an issue that is only with the digital economy or with IT, or it's something that is general. We don't have that habit of consuming local yet. I would also say what I said before. True, this is a problem that is existing, but we are not longer where we were 10 years ago. There's been a lot of improvement. We have a lot of success stories in Africa now that we can actually build from. We have the famous M-Pesa in East Kenya. Africa. Oh, oui. Exactly. We have so many, even the digital economy in Cameroon. We have a lot of people that are building those cross-cutting tools that are actually necessary ingredients to have that digital presence make sense. Then one other thing that companies need to invest in is you do a lot of marketing. Yes, that marketing is you just push, you push to the general public, to your target audience, what you offer, what services you offer. But then you also need to do a pool. You need to do what we call opportunity analysis, opportunity identification. So you need to be able to, and that's another technique. That's a whole, training on its own. It's a whole concept on its own. And companies need to have it. You need to be able to identify the opportunities that tie with the services that you offer. You need to be able to be at the forefront of when such opportunities get published, or when, but you need to have that presence that makes you not miss what you actually need to be productive and to actually create value in your context. Okay. And, I would end there. Yes. Now, and I can come back later. But generally, the idea is just to have people that and companies that are problem solvers. I think that's a key word. Whether it's the training, whether it's the fundamental training or the continuous training on the job, you need to be able to tailor it towards problem solving. Exactly. Thank you, Robert. Exactement, avec le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de formation et de compétitivité, la compétitivité doit répondre à un besoin en entreprise, un besoin dans les universités. Comment je fais pour être compétitif? C'est aussi une affaire personnelle. Il a dit, l'individu qui doit être formé ou l'employé qui doit être formé doit pouvoir être ouvert, doit pouvoir être curieux, altruiste, échanger avec
l'ensemble de ses collaborateurs, faire du benchmarking, voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir derrière travailler lui-même ses capacités avant derrière de bénéficier d'une formation d'ici et de là. Nous avons avec nous Benjamin qui a un incubateur au Botama, qui au quotidien est confronté à rencontrer plusieurs types de start-up, on va dire ça comme ça, avec qui il faut donner les instruments, il faut accompagner, il faut former pour être plus compétitif, parce que derrière les concurrents de ces start-up-là, ce n'est pas uniquement le Cameroun, mais c'est le monde. Benjamin, je te passe la parole pour ton propos par rapport à la thématique. Merci Lionel. Et effectivement, je pense que les docteurs Robert et Martial ont déjà pas mal apporté des éléments pour nourrir cet échange. Du point de vue simplement d'un incubateur comme le nôtre. Donc, Obotama, c'est une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'innovation, comme les SAEI, comme on les appelle. Du coup, nous recevons effectivement des entrepreneurs qui sont soit à l'état d'idée ou qui sont un peu plus avancés dans leur processus de création d'entreprise. Et voilà, donc la cible qu'on accompagne depuis 2018, la date de notre création, c'est à peu près 30% qui sont à cette étape de projet, d'idées, 30% qui ont voilà, le concept qui est lancé, et puis 30% qui ont déjà une clientèle. Et ce qu'on observe effectivement, c'est un peu ce que présentait déjà dès le début le Dr Martial, c'est que on a certains qui pensent que voilà, quand on dit digital, c'est quelque chose qui est réservé encore à des informaticiens, à une catégorie spécifique de la population, alors que non. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie digitalisée, donc il faut apprendre un certain nombre de choses, il faut avoir un certain nombre de formations, parfois basiques, pour pouvoir exister déjà, premièrement, et être compétitif, puisque c'est le thème de notre webinaire. Alors, la base, moi, je dirais, et ce que nous recommandons à ces entrepreneurs, c'est premièrement d'avoir la maîtrise des outils de bureautique. Ça, c'est quelque chose qui sera de l'ordre de l'alphabétisation dans quelques années, si ce n'est pas déjà le cas. On ne comprendra pas simplement que vous ne puissiez pas rédiger un courrier, un document sous Word, préparer un tableau financier sur Excel ou préparer un support de présentation pour faire votre pitch avec un PowerPoint ou tout autre outil similaire, pas pour faire la publicité de Microsoft, mais voilà en gros la base de ce que sera la maîtrise de l'outil bureautique qui va devenir, comme je dis, l'équivalent d'être alphabétisé dans quelques temps. Après, il y a la partie organisation et maîtrise de la présence digitale. Ça, effectivement, ils sont souvent revenus là-dessus. Comme avant, voilà, vous alliez à un entretien, on vous demandait votre CV. Aujourd'hui, même avant que vous n'arriviez à l'entretien, les ressources humaines se sont connectées, ont regardé sur LinkedIn, sur Facebook, parfois Twitter, si vous êtes présent. C'est d'autant plus vrai quand vous êtes, en tout cas, vous avez un service à la personne et la population aujourd'hui camerounaise et même au-delà a tendance à se connecter et vérifier que vous avez un site Internet, une page Facebook, une page Twitter, LinkedIn. Donc, tout ça participe à donner une image de vous et à rassurer parfois d'ailleurs certaines personnes qui s'apprêtent à entrer en relation avec vous en tant que client, en tant que fournisseur ou, comme je disais, en tant que recruteur. Donc, le deuxième lot de formation, je dirais, qu'il faut avoir et qu'il faut maîtriser, c'est bien ça, l'organisation de sa présence digitale. Une fois qu'on a ça, bon, on peut démarrer. Il y a quand même le travail de fond qu'il faudra faire en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir un business plan qui fonctionne. Peu importe que vous soyez digitalisé. Je préfère d'ailleurs, et je leur dis souvent, que vous preniez du retard sur votre digitalisation, mais que votre business model soit clair. Et une fois que vous avez un business model qui est clair, voilà, vous pouvez définir, et ça c'est la troisième catégorie de formation, je vais définir une stratégie marketing qui allie le digital. Le marketing n'a pas besoin d'être seulement digital, surtout dans notre écosystème, dans notre environnement qui a encore besoin voilà, de faire de la publicité, par exemple à la télévision ou dans les rues ou du bouche à oreille. Mais il est important de bien définir aujourd'hui une stratégie marketing digitale pour exister et toucher une population qui est majoritairement jeune, comme on le sait, surtout quand vous avez un produit qui est grand public, j'ai envie de dire. Il est important que voilà, vous ayez une présence en ligne, ça c'est vrai, mais aussi que vous organisez, en tout cas, vous ayez un processus digitalisé, comme disait le docteur Robert, qui permettent voilà, de répondre, par exemple, rapidement à quelqu'un qui vous a contacté sur l'un de vos réseaux sociaux, qui vous a envoyé un mail pour avoir un devis, des choses comme ça. Parce que sinon,
voilà, vous avez tout fait votre présence digitale, mais qui ne sert à rien parce que si on est incapable de vous joindre alors que vous avez mis chatbox, vous avez mis nous sommes joignables 24 heures sur 24, ou alors on appelle sur les numéros, ou alors on essaie de faire le paiement digital et ça ne marche pas. Bon, à un moment donné, vous perdez votre clientèle. En tout cas, vous allez décevoir les gens et l'apparence de digital que vous aurez sera devenu quelque chose de plus, ce sera plus une pénalité qu'un avantage. Parce que comme il dit, le digital est un accélérateur. On est tous visibles et les petits défauts qu'on pouvait cacher, par exemple, à l'ère analogique, si on peut dire comme ça, vont De être l'offline. rapidement vus et ça va, voilà, ça va devenir, le buzz va devenir négatif et ça va vite se savoir, ah, ben, vous savez, cela, leur service après-vente ne fonctionne pas. Quand ils disent que vous pouvez commander par WhatsApp, ça ne marche pas, il n'y a personne qui répond, etc. Donc, c'est important. Dernier élément de formation, je dirais, qui est en tout cas catégorie ou set de formation que je pense est important pour ces entrepreneurs, c'est la partie données. Bien sûr. Et là, c'est peut-être un niveau un peu après, parce que tout le monde n'a pas forcément cette capacité de data mining, c'est-à-dire de sourcer des données et de les traiter, les analyser pour s'en servir ensuite comme outil pour adresser, hein, comme il disait sur la fin, au lieu de simplement faire du marketing où on va envoyer de l'information sur nos services, nos produits aux clients, il est parfois aussi intéressant d'avoir du feedback et savoir, mais en fait, quels sont leurs besoins qu'on n'a pas encore servi. Analyser, par exemple, des informations pas forcément qui viennent du client, mais qui peuvent venir de l'écosystème. On passe en revue les informations, le journal, la presse. On se rend compte que, bah, tiens, on annonce tel investissement dans tel secteur, on a un tel projet, il y a l'information, le chiffre sur le déficit, par exemple, en fourniture de, je sais pas, de riz ou de boîtes de conserve de ceci. Ben voilà, c'est autant d'informations qui doivent nous informer que nous pouvons ajuster notre offre ou renforcer notre production pour pouvoir aller servir cette offre. Donc, la partie data mining, donc collecte de données sur son marché, sur sa cible clientèle, et ensuite analyse de cette data-là est un lot de formations qu'il faut avoir. Et quand ça atteint une taille énorme, c'est ce qu'on appelle le big data, hein, toutes ces informations que nous communiquons à partir de nos téléphones, de notre ordinateur, de toutes les plateformes que nous faisons. Alors, quand on est dans une grande entreprise, voilà, on a aussi besoin d'avoir les bons outils pour pouvoir collecter ces big data-là et les traiter pour aussi sortir en bout de chaîne une information qui va nous servir dans notre stratégie, pour ajuster la stratégie, pour suivre ce qu'on avait continuellement mis en place parce que le feedback qu'on reçoit nous dit qu'on va dans le bon sens. Donc voilà, moi, j'ai identifié ces 4 grands éléments-là. Ensuite, on les met en œuvre simplement à travers de la formation déjà que nous proposons. Hein, au Boutama, comme je dis, c'est un incubateur, donc on y trouve aussi de la formation. On démarre notamment ce mois-ci, par exemple, un nouveau set de formation hein, qu'on appelle Camera Booster, Camera Business Booster, qui permet justement à ces entrepreneurs-là, dans le lot de formation, qui va d'abord leur aider à bien ajuster leur business model. C'est la base quand même. Si vous ne savez pas ce que vous vendez, si vous ne vendez pas avec votre produit, ce n'est pas la peine de vendre ou d'être un entrepreneur. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont besoin de savoir comment ils ajustent leur présence digitale, comment ils se servent d'ailleurs de cette présence digitale pour booster leur vente, pour améliorer les commandes que le client peut leur faire. Parce que sur ces réseaux sociaux, il y a une catégorie de population qu'il faut connaître, qui a une tranche d'âge à peu près entre 15 et 40 ans, voilà, qui sont très friands de ça, ils sont tout le temps sur leur téléphone, qui commencent à avoir l'habitude de commander, par exemple, pour recevoir un repas au bureau ou à la maison. Il faut y penser, qui a besoin, par exemple, de faire des commandes, des achats à l'étranger pour que ça arrive chez eux. Donc, c'est autant de choses qu'il faut pouvoir comprendre et maîtriser. Donc, si vous n'êtes pas au fait de tout cela, vous vous faites dépasser et vous n'êtes absolument pas compétitif déjà au Cameroun. Alors, je ne parle pas quand il faut sortir de l'écosystème du Cameroun. La sous-région, vous allez dans la région voisine, nos cousins en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, voilà, ça va vite. Je ne parle même pas de la zone Afrique de l'Est qu'on a évoquée tout à l'heure, au Kenya. Il y a certaines choses au Rwanda que vous ne pouvez même plus imaginer. Donc, la compétition, elle est aujourd'hui mondiale. Alors, c'est bien d'avoir un pays comme le Cameroun, 20 millions, 25, 30 millions d'habitants, même si on extrapole le plus large possible, c'est un petit marché qui peut être intéressant pour démarrer. Mais quand vous avez l'ambition, en tout cas, c'est celle que je souhaite à tous les entrepreneurs que nous recevons et à tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir au Boutama, quand vous avez l'ambition voilà, de produire quelque chose qui va laisser une trace,
ben, il faut cibler plus large et aller cibler la sous-région Afrique centrale. Demain, pourquoi pas l'Afrique de l'Ouest. On a un grand voisin, le Nigeria. Mais avant d'aller sur ces marchés-là, il faut être prêt. Il faut savoir que vous devez être prêt, y compris sur vos processus digitaux. Et une fois de plus, comme on a dit tout à l'heure, avoir un processus en ligne ou digitaliser son processus, ça ne veut pas dire faire la même chose qu'on fait en présentiel ou en physique, simplement. Non. Il faut penser dès sa conception de processus en ligne doit pouvoir répondre à un certain nombre de critères. Hein. Savoir que quand je suis sur les réseaux sociaux, il y a un effet d'instantanéité qu'il faut avoir. Vous ne pouvez pas avoir une demande qui arrive et que ça met 2 jours pour répondre parce que quand on envoyait la demande par papier, ça mettait 2 jours pour pouvoir arriver. Non. Le process en ligne doit intégrer déjà le fait qu'il y a besoin d'instantanéité. Vous devez vous avoir un community manager. Alors, quand on est entrepreneur et qu'on démarre, bien sûr, c'est vous aussi qui devez faire le community manager, d'où l'importance d'avoir ces formations basiques. Je suis content d'entendre le professeur Marcel qui disait qu'il y a des doctorants qui sont en cours là, qui se forment pour pouvoir demain ajuster aussi le contenu qu'on donne déjà de base dans nos systèmes, dans notre éducation, à l'école, puis au lycée et ensuite à l'université. Mais en attendant, il faut faire de la formation sur le tas et utiliser tout ce qui est disponible. On est content d'avoir vu arriver des forfaits Blue qui devraient un peu remettre du jeu dans le marché. Donc, servons-nous de ça, bénéficions de ça pour pouvoir utiliser la connexion autant que possible et s'auto-former, aller vers les experts aussi. Hein, l'avantage de structures comme les nôtres, les incubateurs, c'est qu'on propose des formations avec des personnes qui ont quand même une expérience vérifiable, qui peuvent apporter voilà, de la compétence basée sur leur expérience qu'ils ont eux-mêmes testée dans leur entreprise ou dans des entreprises où ils sont salariés. Donc, ça permet d'avoir un cursus qui va pouvoir vous aider vous-même à grandir dans ces différents thèmes-là. Les 4 thèmes vraiment pour moi qui sont essentiels. Maîtriser les outils de bureautique, organiser votre présence en ligne, construisez votre stratégie marketing digitale une fois que votre business model est vérifié et validé. Et ensuite, collectez les données et apprenez à les analyser pour ajuster justement votre stratégie. Parce que sinon, vous êtes effacé, vous êtes oublié et vous n'existerez plus demain sur le marché. OK. Merci Benjamin. Voilà qui est édifiant et qui est clair, qui va à la suite de ce que avait déjà dit Dr Marcel, Dr Robert. Aujourd'hui, c'est la tendance, c'est l'économie numérique, mais il y a des bases, il y a des priorités pour derrière pouvoir être compétitif. Et il faut comprendre que compétitif, ce n'est pas se limiter uniquement au Cameroun. Aujourd'hui, la compétition, c'est le monde, parce que l'économie numérique, c'est sans frontières, et qu'aujourd'hui, pour pouvoir regarder le monde œil dans œil, il faut aller chercher dans les tripes. Ça m'amène, avant de passer déjà aux questions, on a pris les questions des abonnés. J'ai des questions déjà avant de passer. Yvan, tu es là? Oui. OK, avant que je te passe la parole, je vais poser 2 questions à nos panélistes avant de te passer la parole pour te donner les questions que nous avons prises en ligne. Donc, ma première question, elle va sur un constat. C'est que, OK, d'accord, il faut être compétitif, il faut être bien outillé, bien formé. Aujourd'hui, nous avons 2 exemples quand même de 2 acteurs majeurs de l'écosystème qui ne sont pas loin dans leur formation. Facebook, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Microsoft. De votre point de vue, en 1 minute, qu'est-ce qui a pu justifier ce succès sans pour autant avoir peut-être bénéficié d'une formation particulière pour devenir les hommes les plus puissants du monde dans l'économie numérique? Je commencerai déjà à donner la parole déjà à Robert pour qu'il réponde en 1 minute avant de passer la parole à Benjamin et à Martial. Thank you very much, Lionel. That's a very complicated question. What's that pushing factor behind the success of enterprises like Facebook? And I think we can go beyond Facebook now. The truth is, when you look at such companies, you see that there are 2 things that are actually very visible. The idea behind those companies are counterintuitive. Counterintuitive in the sense that generally the companies do a good analysis of what the environment and the market and the clientele and the
the economy, the general well-being or how things are being done at a particular point in time, and they find an idea that people don't know that they need yet. That's why it's counterintuitive, meaning that people actually discover the problem at the same time that the solution is proposed. It's when an app is sent to the market that people start, saying like, yeah, actually I can use this for this, I can use this for this. But without that app, they were moving around with their lives, without any problem. So that counterintuitivity is the result of very, very intense and fine analysis of the market and of the clientele and all. And the second thing that actually makes this company stand out is that these apps are habit inducing. That is, they induce new habits. We didn't know 5 years ago, 10 years ago that we could put up our lives on Facebook, or we could communicate at a certain speed, or we could, even put up status for 24 hours to share information just temporarily. But those things have become new habits, and it's even gone beyond habits. These apps have created new jobs, new careers, new professions. TikToker now is one of the most paid professions in the world. Influencer, the topic you had for your last discussion, has become a profession, which is due to. So the success of these big IT firms comes from the fact that they did the groundwork, and they found that idea that would actually not it would surprise the end users in a positive way, and it would induce habits. It would induce new habits that would make their lives better. So I think those are the two key components that actually justify the success of this company. Thank you, Robert. On va prendre aussi la réponse de Dr. Martial. Donc, Martial, pour toi, qu'est-ce qui peut expliquer ce succès de Mark Zuckerberg et de Bill Gates sans avoir une formation poussée dans cet environnement numérique? En une minute. Oui, Lionel. Oui. Moi, on va dire, je rejoins Robert. Vous savez, nous en management, en stratégie, ce qu'on dit souvent, c'est que la vérité n'existe pas. La vérité n'existe pas. Donc, le succès de, on va dire, le succès de Facebook, il n'est succès que jusqu'à l'instant. Hein. On va dire jusqu'à présent qu'on sait que c'est un succès. On va dire c'est le futur qui peut nous dire si c'était un bon choix ou pas. Mais pour l'instant, on peut dire avec le recul, après 10 ans, que c'est un succès. Bon, et généralement, pour expliquer ce genre de succès, on s'appuie sur l'histoire. Sur l'histoire, et nous qu'il fallait s'inspirer des faits passés. Bon, ce que Facebook a fait, comme disait le docteur Robert, ce qu'ils ont oui, excusez-moi, il y a eu un souci de connexion. Oui. Oui, donc ce que je disais, c'est que Facebook fait partie des entreprises qui ont anticipé sur le futur, qui ont évité de commettre les mêmes erreurs que les erreurs qui avaient été commises par les entreprises comme Kodak à l'époque. Parce que comme vous le savez, il y a quelques années encore, quelques décennies, les managers des entreprises ne se préoccupaient que de la satisfaction des besoins actuels des consommateurs. Donc, on essayait d'améliorer ce qui existait et beaucoup de boîtes ont raté le virage, soit du numérique ou des innovations qu'on appelle du radical. Donc, Zuckerberg a profité des innovations radicales, a changé l'offre, a créé des besoins. Donc, au lieu de répondre à des besoins qui existaient, il a créé des besoins nouveaux. Il a pris des risques et contrairement aux entreprises comme Kodak il y a quelques années ou alors comme BlackBerry, à chaque fois qu'une innovation sur le marché émerge, si on prend le cas de WhatsApp, d'Instagram, voilà, Zuckerberg va racheter, soit pour neutraliser ou alors pour intégrer voilà, dans le paquet initial. Donc, c'est en ça qu'on peut qualifier de succès. Et je pense que notre copanéliste qui a un incubateur, voilà, c'est ce genre de pratique qu'on doit enseigner aux jeunes, voilà, aux jeunes créateurs d'entreprise. Donc, il faut trouver un équilibre, hein, un peu comme le dieu. Bon, il y a un dieu de la mythologie romaine, le dieu Janus, qui a deux visages. Donc, aujourd'hui, les managers doivent regarder vers l'avant et vers l'arrière. Il faut trouver un équilibre entre exploration, c'est-à-dire les innovations, et l'exploitation, le fait de capter les fruits des
antérieure. Donc, Facebook aujourd'hui trouve, voilà, à ce côté d'ambidestrie, il pratique ce qu'on appelle l'ambidestrie managériale, c'est-à-dire toujours innover, mais en essayant d'avoir un business model qui permet de capter voilà, les fruits des innovations antérieures, en essayant de modifier le comportement des consommateurs en créant de nouveaux besoins. Voilà, donc c'est en ça que c'est un succès et c'est en ça qu'on peut s'en inspirer. Merci, Martial. Tu as déjà tendu la perche à Benjamin, à qui je m'en vais passer la parole. En une minute, comment de chez Obotama peut naître le futur Zuckerberg? Est-ce que c'est seulement la formation ou il y a un peu de l'intuition et autres derrière? Alors, premièrement, il faut déjà il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un peu, il ne faut pas dire que Zuckerberg n'a pas fait l'école. Il a fait l'école et pas la moindre. Il était quand même à Harvard lorsqu'il a commencé à travailler sur Facebook. C'est vrai aussi pour son grand frère Steve, pas Steve Jobs, mais l'autre. Bill Gates. Voilà, qui a aussi été à la Harvard College. Donc, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'ils ont été exposés d'abord à un écosystème qui était certes naissant, mais ils ont été exposés parce que chacun, Bill Gates comme Zuckerberg, ont très tôt, à l'âge au début de dans l'adolescence, eu la possibilité de manipuler un peu les ordinateurs. Et ça leur a donné le goût et ils ont ensuite grandi dans ça. Donc, il y a d'abord eu la préparation. Donc, moi, je suis content que les jeunes qui viennent aujourd'hui dans les incubateurs peuvent être exposés aussi parce que il y a une communauté qui se crée, qu'on anime, les rendez-vous, les compétitions auxquelles ils participent. Par exemple, un des entrepreneurs qu'on accompagne, donc Emmanuel Assom, a pu participer. Il a été sélectionné parmi les 3 lauréats du prix Orange de l'entrepreneur social et on espère, on croise les doigts pour qu'il soit parmi ceux qui on va annoncer là dans quelques jours à l'échelle africaine dans la compétition, qu'il soit parmi les lauréats. Donc, il y a une exposition qu'on va leur donner qui va les forcer déjà à travailler et à renforcer leurs compétences sur les basiques. Ensuite, c'est un peu comme dit le docteur, c'est un mélange d'anticipation, c'est-à-dire il faut savoir observer son écosystème, le marché, il a de quoi il a besoin, capter peut-être les premiers signaux quand ils sont encore faibles de pouvoir faire de la livraison à la maison avec, comme je disais, en s'appuyant sur le système de commande, mais qui fonctionne, avec un système de paiement. Alors ça, c'est là où les entreprises bug, c'est qu'il y a encore des difficultés à avoir le paiement en ligne parce que nous n'avons pas des moyens de paiement comme on peut avoir en Occident, c'est-à-dire la carte bancaire, ce n'est pas encore très difficile. Tout le monde a peut-être, pas tout le monde, mais en tout cas, une grande partie de la population commence à avoir un compte mobile money. Donc, il faut faire le rapprochement entre les moyens de paiement dont on dispose et la capacité à payer en ligne. C'est ça qui va permettre de faire le prochain shift dans la façon de faire le business en ligne. Et ensuite, capter ça, mais aussi avoir un business model sûr qui génère des revenus suffisants après avoir fait les tests. Et ces revenus-là vont être ce qui va vous permettre de maintenir déjà votre activité pour pouvoir tester et avancer dans la R&D. C'est-à-dire, Facebook, ça lui a mis plusieurs années avant de pouvoir avoir un business model qui lui permet de rentrer en bourse comme ils sont rentrés et de faire les chiffres mirobolants qu'ils font aujourd'hui. Donc, oui, il y a d'abord une exposition. Si vous avez la chance d'avoir une très bonne formation à la base, aussi être passé à Harvard, c'est pas mal. Vous pouvez avoir cette capacité-là de design thinking, de problem solving, etc., qui a été évoquée. Mais ensuite, c'est un mélange d'intuition, peut-être le bon coup de chance, être au bon endroit au bon moment pour capter la bonne information. Mais ensuite, il faut toujours trouver l'équilibre entre un business, l'exploitation qui doit produire et générer des revenus suffisants pour pouvoir continuer l'activité et investir une partie de ces bénéfices-là dans la réflexion, le brainstorming, la recherche et saisir la prochaine opportunité. OK. Donc, en résumé, il faut quand même un peu de formation, ainsi un peu d'intuition qui vient avec. Il faut quand même connaître le BABA. Avant de donner ma dernière question, je la garde pour la fin du talk. Je passe la parole à Yvan pour qu'il donne un peu les questions que certains internautes ont posées à chacun de vous. Yvan? Bonjour à tous. Bon, on a une série de questions qui s'adressent à chacun d'entre vous. Donc, on va commencer par la première question pour le docteur Kadi. En ce qui concerne la quête du travail, est-il incontournable d'être digitalisé? Pour le docteur Roberts, you say that African years today what is not 5 years ago. Do you think that this progress years faster due to the lack of infection? Et pour le docteur Gongan, très souvent, il y a des personnes dotées de ces formations, mais qui n'ont pas assez un emploi pour motif de manque d'expérience professionnelle. Du coup, est-il nécessaire de faire ces formations?
Ça, c'est la première série de questions. OK. Martial, c'est par toi que ça a commencé. Son micro. Oh, ton micro. Martial, ton micro est... Ouais. J'ai loupé la fin de la question. Je ne sais pas, Lionel, est-ce que tu peux voilà, juste préciser la fin de la question? Je n'ai pas entendu la chute. La fin de la question est, en ce qui concerne la quête du travail, est-il incontournable d'être digitalisé? Oui. Pour vous dire vrai, que ce soit pour... c'est une question intéressante. Hein. Bon, aujourd'hui, la question ne se pose plus. Pour vous dire vrai, là, ça m'agace. Bon, on va dire que je suis un peu agacé. Parce que dans le cadre du Digital Center de PANES, nous avons une équipe de 15 jeunes avec qui nous accompagnons les entreprises, nous réalisons des formations. Lorsque je reçois une demande de CV que je dois analyser, la question que je pose souvent, et ça, Robert le disait tout à l'heure, voilà, la question qu'on pose souvent, et Benjamin le disait aussi, c'est quel est ton réseau? En fait, dans le cas du digital, on vient avec un réseau. On vient avec un réseau. Dans la question qu'on demande aux jeunes, c'est quel est ton LinkedIn? Tu connais qui? Quels sont les contacts en commun que nous avons? Donc, celui qui va se dire qu'il ne doit pas être digitalisé, il ne va même pas être mis au fait des opportunités. Donc, souvent, j'ai souvent l'habitude de dire à des personnes qui me disent qu'ils n'ont pas de compte LinkedIn, moi, je réponds souvent, on n'est même pas censé se connaître, en fait. Et ça m'arrange comme ça. Donc, on n'est pas censé se connaître. C'est une anomalie qu'on se rencontre même. Voilà, parce que ce qu'on achète, c'est aussi le réseau, la capacité à pouvoir relayer les informations. Aujourd'hui, lorsque nous voulons organiser une conférence, le cas de Lionel, je crois que Lionel s'appuie sur son réseau. Pour pouvoir contacter Benjamin ou Robert, c'est le réseau. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vouloir accompagner une entreprise dans le digital sans être soi-même digitalisé. Ça devient un état d'esprit. Hein. Quoi, Benjamin disait que ça va être un peu comme savoir lire et écrire. Donc la question ne se posera plus. Donc pour notre ami qui a posé la question, je pense qu'il ne doit plus se demander est-ce que c'est nécessaire d'être digitalisé. On doit être noyé dans le digital. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un domaine qui évolue rapidement. Les acquis sont rapidement remis en cause. Donc, celui qui est même ingénieur et qui ne se réinvente pas va se retrouver dépassé par les évolutions. Et les petits jeunes qui viennent derrière risquent nous ravir la vedette. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est indispensable. C'est vital, c'est essentiel. Ouais, oui, c'est vital. Vraiment essentiel. C'est vital. OK. Robert, ta question? Yeah, I don't know. Yeah. So just to be sure that I got the question well, I said 10 years ago, what obtained 10 years ago no longer obtains today. Is it due to inflation? Is that the question, Yvonne? Did I get it? Well? That's right. I think it can be due to so many things. Inflation. I mean, if people have to pay more to get the same standard of living, you know, people get creative when they're exposed to such conditions. So of course they will, you know, innovate and they define new ways of actually getting the value back from that increase, you know, spending or that increased way of life. But I think that there are other things, there are other indicators that clearly show that we are no longer where we used to be a few years back. We didn't have initiatives that try to assemble the African incubate or the African startups or the African entrepreneurs together as we do today. 10 years ago, we didn't have them. And just having such, I can at least, without doing any publicity, like Afilabs and so on, having such hubs, you know, bringing together people, putting the ideas together, trying to share ideas to see what works where and what can work in other contexts, telling people, sharing their success stories, sharing their challenges, and how they bypass or how they surmounted some of those challenges.
is key to show that we are no longer where we used to be 10 years ago. Whether we like it or not, such initiatives are going to increase, or they're going to trigger some thinking, it's going to trigger some entrepreneurial desires in people who already have that, spirit in them. So of course, we are no longer where we used to be 10 years ago. We are not yet where we want to be. We are very far from where we want to be, but at least there's been some improvement in the past few years. Thank you. Okay, thank you, Robert. On passe à Benjamin pour sa question. Oui, il me semble que c'était donc sur le fait que est-ce que certains peuvent avoir les formations, mais les entreprises ne les recrutent pas parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Alors, c'est un point très important. Pour moi-même, avoir eu besoin et avoir souvent l'occasion de recruter, je me rends compte qu'il y a deux lacunes principales dans le... Et là, je parle du point de vue de personnes qui aspirent à être salariées, pas forcément entrepreneurs avec qui je travaille dans l'incubateur. Alors, premièrement, souvent, mais ça, c'est lié au fait que notre système éducatif a encore peut-être besoin de se mettre à jour. Lui, il est peut-être resté, lui, n'a pas encore fait le saut. On a peut-être encore un mode de formation qui est très dans le bachotage, c'est-à-dire on doit emmagasiner beaucoup d'informations pour rendre dans un moment précis de composition, d'examen, et non pas forcément dans le questionnement, le problem solving. Il faut qu'on se forme à devoir résoudre des problèmes. Et donc, quand vous passez un entretien, forcément, l'entreprise n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir lui réciter les documents qu'elle a déjà, surtout à l'heure du numérique, ou quand vous avez besoin de savoir quelque chose, vous allez chercher dans une base de données et vous trouvez. On a besoin de personnes qui vont pouvoir analyser les problèmes et trouver les solutions pour que l'entreprise continue de générer des revenus. Donc, premièrement, effectivement, quand vous êtes sorti du système classique, je dis de formation, c'est important de le faire. Quand vous êtes sorti de là avec votre diplôme, votre BTS, licence, master, faites de la formation continue, c'est-à-dire personnelle. Trouvez les formations complémentaires qui vont vous permettre c'est-à-dire de professionnaliser votre formation théorique. S'il n'y avait pas forcément, vous n'avez pas eu la chance de bénéficier dans vos formations classiques de stages d'apprentissage, de stages opérationnels, de moments où vous avez été imprégné dans le système, voilà, dans le monde professionnel, faites des formations complémentaires qui vont vous professionnaliser. Et ça se fait avec des personnes qui eux-mêmes sont déjà des professionnels. C'est pour ça que je disais l'important d'avoir des personnes, quand on donne des formations, ce sont des personnes qui, elles, le font au quotidien dans leur entreprise en tant qu'entrepreneur, ou elles ont elles-mêmes été des professionnels et sont tel est avocat pour parler des questions de droit, tel est responsable d'une agence de communication quand ils vous parlent de la mise en place d'une stratégie marketing, etc. Donc, ça vous donne effectivement premièrement des outils déjà à jour et opérationnels. Et ensuite, c'est à vous de trouver les opportunités. Parfois, nous, on a, donc quand c'est les entrepreneurs, je veux dire, ils peuvent le mettre tout de suite en pratique et ensuite adapter ça pour que leur vente s'améliore et autres. Mais si vous êtes un salarié, et en tout cas, vous avez l'ambition de devenir salarié, il faut trouver ensuite les opportunités pour les tester. Et ces opportunités, elles existent, mais parfois, on n'y pense pas. Ça peut passer par le bénévolat. Moi, j'ai beaucoup d'autres engagements, je veux dire, bénévoles à côté de mon travail au quotidien, qui me permet, où je vois, voilà, de la place pour des jeunes de venir se former à côté de professionnels chevronnés, consacrer un peu de temps à ce genre d'activité, aller travailler sur un projet associatif où vous allez définir sa stratégie marketing, où vous allez proposer, organiser la gestion de sa trésorerie. Ça vous prépare déjà et c'est des lignes que vous pourrez ajouter à votre CV ensuite pour montrer que vous avez pu mettre en œuvre. Ou alors préparer, surtout sur les métiers, j'ai envie de dire créatifs, vous pouvez préparer déjà des projets personnels qui mettent en valeur, qui montrent ce que vous êtes capable de faire. Et quand vous envoyez votre candidature, quand vous envoyez votre candidature à un futur employeur, si vous voulez vous démarquer là aussi en utilisant tout ce que le digital permet, ne l'envoyez pas simplement un CV classique comme tout le monde. Envoyez-lui peut-être une petite vidéo que vous avez fait qui montre ce que vous êtes capable de faire. Envoyez-lui peut-être un petit site, une petite plateforme que vous avez créée pour lui montrer la plus-value que vous avez lui apporter. Donc, c'est ça en fait. Même si vous n'avez pas encore eu l'occasion parce que votre parcours ne l'a pas permis jusqu'à présent d'avoir la pratique de vos compétences, trouvez le cadre qui peut être bénévole ou créer vous-même les projets, mais
Avant ça, mettez-vous à jour d'abord avec votre formation. Ce n'est pas tout d'avoir un Master 2, un BTS, une licence, si vous n'avez pas eu l'occasion de la pratiquer quelque part. Nous, les formations qu'on propose, en tout cas dans un incubateur, elles sont d'abord destinées à des entrepreneurs, c'est vrai, mais on les ouvre à des étudiants, à des professionnels qui démarrent dans la vie ou qui sont déjà actifs, mais parce qu'on pense qu'il faut d'abord actualiser ses connaissances avec des personnes qui les pratiquent au quotidien et ensuite trouver les opportunités. Peut-être avec les entrepreneurs que vous allez croiser à l'incubateur, vous allez trouver l'opportunité de faire une petite mission avec eux et vous allez mettre ça en pratique. Et c'est autant de lignes que vous pouvez ensuite ajouter à votre CV. Mais surtout, soyez pragmatiques. Soyons pragmatiques et ne restons pas très scolaires. Une fois qu'on est sorti d'école, il faut être le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise. Il faut être pragmatique et saisir chaque opportunité que vous pourrez pour mettre en pratique vos compétences. Et pensez toujours que ce n'est pas parce que vous avez fait cette compétence un jour qu'il faut s'arrêter. Non, continuez à mettre à jour et à rester up-to-date par rapport à ce qui se fait de mieux au Cameroun, mais aussi dans le monde, parce que la compétition, elle est mondiale. OK, merci Benjamin. Ça rejoint un peu ce qu'on dit souvent dans les milieux anglo-saxons, c'est que derrière, quand on te recrute aux États-Unis, on ne demande pas quel diplôme tu as, on demande ce que tu sais faire. Exactement. Donc, ça va dans ce sens-là. OK, Yvan, prend juste une dernière série de questions pour pouvoir clôturer le talk. Il y a 2 questions. OK. Il reste pour le docteur Kadi. Les formations sont souvent à des prix exorbitants pour les chômeurs à la recherche de travail. Quelle autre solution pouvez-vous leur proposer? Et la deuxième question pour M. Gongan. À vous écouter, on pourrait penser que les formations sont plus pour les entrepreneurs. OK. Oui, oui, très belle question. Très belle question qui est difficile. La réponse à apporter ici est très difficile, hein, parce que dans le cas de l'ESSEC de Douala, c'est pas le cas de l'ESSEC, nous avons des étudiants qui souhaitent intégrer nos formations continues, c'est-à-dire en cours du soir, mais qui vont nous faire des remarques concernant le prix de la formation, en essayant de comparer ce prix-là au prix des formations dans les facultés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les formations parfois sont à des prix exorbitants, mais ce que je peux dire, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour la qualité, de la formation, des contenus, des intervenants aussi. Parce que comme on le disait avec Benjamin notamment, comme il n'y a pas encore d'enseignants qui ont des expériences pratiques ou même théoriques dans le domaine du digital, certaines écoles très sérieuses comme l'ESSEC de Douala, ou alors certaines entreprises comme Panes, lorsqu'il y a des formations professionnelles, vont faire appel à des experts qui ont de l'expérience, des experts qui, du coup, coûtent cher, si vous voulez. Il y a des solutions alternatives. Des formations innovantes dans le digital sont des formations qui sont en avance sur le marché et les étudiants ont des possibilités d'avoir des systèmes d'alternance. Parfois, on a des étudiants qui sont entrepreneurs, qui sont incubés, qui peuvent générer des revenus pour financer la formation. Et ce que je dois dire aux étudiants, le fait que cette formation coûte cher, c'est aussi une opportunité. Il n'y aura pas... il n'y aura pas assez de personnes formées. Vous aurez donc des opportunités, beaucoup plus de possibilités de vous intégrer sur le marché, que ce soit local ou international, parce que ces formations-là sont destinées à former des managers sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, le marché de l'emploi est international. Et le télétravail l'a démontré. Toutes les multinationales qui faisaient venir au Cameroun ou en Afrique, dans le monde des consultants, ont compris qu'on pouvait travailler à distance. Et le digital est le domaine qui permet le plus à des personnes formées de pouvoir gagner des marchés, du consulting à distance. Si on prend le cas de l'Inde, on se plaint souvent qu'il y a le chômage au Cameroun, mais je pense que si on copie le modèle de l'Inde, notamment avec des codeurs, aujourd'hui, lorsque vous voulez une application de bonne qualité et à bon coût, vous vous tournez vers des Indiens qui, depuis le village, vont pouvoir vous livrer le travail en temps et en heure et en qualité. C'est vrai qu'ils sont accompagnés, hein, et comme Benjamin le disait, le fait qu'il y ait un espoir, lorsque les solutions comme Blue viennent sur le marché, ça suscite un espoir. Nous espérons que l'espoir sera confirmé, parce que nous, parce qu'à l'université, vous savez, on a eu des petits soucis lors du début des cours en e-learning. C'était compliqué. Aujourd'hui, les choses vont un peu mieux, hein, parce qu'on a appris, mais on a toujours espoir
par ces solutions-là, on espère que les entreprises comme Camtel, qui sont des entreprises nationales, vont se rapprocher des universités, des incubateurs, voilà, pour fournir des solutions à bon prix, voilà, pour permettre de développer cette économie numérique-là. Parce que si tout est bien fait, je pense qu'au Cameroun, on peut résorber le problème de l'emploi en essayant d'aller attaquer le marché de l'emploi sur le plan, on va dire sur le plan mondial. Voilà. Donc, voilà. Donc, les coûts de ces formations-là sont justifiés par le fait que les ressources formées sont destinées à… Il n'y a pas de digital camerounais et de digital français ou ghanéen. Voilà, le digital, c'est un langage universel. Et il faut donner à chaque personne formée les clés pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises, quel que soit le lieu où elle est située dans le monde entier. Ça peut parfois justifier, hein, voilà, ça peut parfois justifier le coût exorbitant des formations. OK. Merci, Martial. Benjamin, ta question? Oui, alors non, je l'ai déjà dit que les formations ne sont pas destinées uniquement à des entrepreneurs. Hein. C'est bien ouvert à des professionnels ou à des gens qui sortent de l'école, ou des étudiants qui vont bientôt être diplômés et qui aspirent à devenir salariés. Parce que bon, il ne faut pas être trop complexé par… C'est vrai que le mot entrepreneuriat est devenu un peu à la mode. Hein. C'est comme s'il fallait qu'on soit tous entrepreneurs. Non, hein, on a besoin de bons salariés, on a même besoin de bons fonctionnaires. Hein. qui nous assure que les services publics vont bien fonctionner. Donc, simplement, j'ai dit qu'il y a un set de compétences qu'il faut commencer à avoir. Et bien sûr, l'offre va peut-être, vous allez trouver peut-être l'offre tellement énorme que c'est difficile de se retrouver. D'accord, ça c'est quelque chose sur lequel on peut discuter. Il faut bien choisir, et puisque c'est payant, il faut bien choisir par rapport aussi à votre budget. Mais c'est un fait qu'il va falloir investir. Hein. Quand on est dans une démarche de se mettre à jour, d'acquérir des compétences, vous allez investir. Avant, c'était peut-être vos parents qui le faisaient. Quand on vous a mis à l'école primaire, au collège, ou à l'université, vos parents peut-être qui ont payé. Mais à un moment donné, c'est vous qui devez commencer à vous dire, bon, je suis en train de construire ma carrière professionnelle, donc je dois investir sur certains éléments. Considérez ça que c'est la même chose que si vous devez aller à un entretien, vous allez essayer d'acheter peut-être une chemise que vous allez mettre avec, peut-être un costume ou une robe pour être… Voilà, c'est la même chose. Vous investissez sur vous. Faites-le en choisissant la formation de qualité qui vous permettra d'avoir, je disais, la mise à jour sur vos compétences que vous avez peut-être déjà abordées de manière saupoudrée dans le cursus classique. Et ensuite, faites-le aussi pour pouvoir rencontrer les personnes qui vont vous aider à construire ce réseau dont parlaient tout à l'heure les docteurs. Parce que c'est aussi ce réseau-là, quand vous allez vous rapprocher de ceux qui sont importants, vous allez devenir important, vous allez devenir visible. Hein? Si vous participez à un séminaire organisé par quelqu'un qui a son agence de communication, quelqu'un qui est avocat, hein, quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans dans une direction de logistique, là, vous vous rapprochez de personnes qui maîtrisent le système, qui eux-mêmes ont des connaissances, qui pourront demain dire, ah ben tiens, pendant le séminaire, j'ai rencontré tel, qui avait déjà commencé à travailler, il a fait quelques expériences, et là, je pense que le caractère ou ce que j'ai pu voir hein, des échanges qu'on a depuis ce séminaire, je pense que c'est quelqu'un qui peut être recommandé. Donc, trouvez-y peut-être pas forcément quelqu'un qui va vous donner le poste, mais quelqu'un qui peut vous accompagner comme un mentor. Hein, je préfère les mentors aux coachs. C'est vrai que les coachs sont aussi devenus très présents partout dans le… Non, choisissez un mentor qui peut vous accompagner dans le temps et qui va vous guider peut-être dans cet écosystème-là. Donc, quand on démarre, c'est normal d'être hésitant. Il y a plein de choses qu'on vous propose. Vous allez dire encore plein d'arnaques. Non. Moi, je dis, allez toujours voir les records de chaque institution, les réalisations de chaque institution pour vous aider à choisir. Choisissez en fonction de votre budget. Il y a de tous les niveaux. Il y a des formations qui vont vous accompagner pendant 1 an avec une formation, un tarif de 1 an. Et puis, il y a des propositions de formation ponctuelles, courtes, mais qui permettent d'adresser des sujets précis. Et ensuite, à côté de ça, c'est surtout essayer de se rapprocher à un réseau, comme je disais, parce que ça vous aide ensuite à construire. On ne peut pas exister, on ne peut pas évoluer tout seul, même quand on veut devenir effectivement un salarié. Donc, rapprochez-vous de ces personnes-là qui vous aident non seulement à acquérir la compétence, à la mettre à jour, mais aussi d'élargir votre réseau, d'être au fait, voilà, d'être dans un networking qui va vous permettre aussi de préparer votre arrivée dans le monde du travail. Mais comme je dis, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes un salarié, vous êtes un étudiant en train de finir, vous avez aussi droit de vous préparer. C'est même mieux de commencer à ce moment-là pour être prêt le moment venu quand vous rentrez dans le marché du travail. OK, merci Benjamin pour ces éclaircies. J'espère que nos abonnés et internautes qui ont suivi le talk ont été édifiés
sur les enjeux de la formation et de la compétitivité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie numérique, elle est sans frontières. C'est le monde entier qui est à portée de main et que derrière vos concurrents, votre échelle de valeur, vos standards doivent être comparés avec ceux des États-Unis, ceux de la France, ceux du Brésil, ceux de la Chine. Avant de clôturer, j'aimerais faire un dernier tour de table pour le mot de la fin, en commençant par Robert. Yeah, thank you, Yes. Miguel. I think as my last word in this digital economy talk, it's what we've already said, and I am happy that all the other co-panelists said the same thing. We want to have people who are problem solvers. And when you are a problem solver, you have that curiosity that pushes you to learn, pushes you to go beyond your limits, that pushes you to take up space. What we in French would say, il faut oser. You need to take that risk and you need to push forward. And we need to, and I'm going to just add to what Dr. Kaji said in response to the question about the trainings being costly. I think we need to invest. That's the thing. You need to invest in yourself. You need to invest in your training. You need to invest in your capacity building. You need to invest in your well-being as well. Of course, you need to invest in yourself being at the center of something. And you need to work together, knowing that you're part of a community, you're part of a network. You need to build and curate the network. Thank you. Okay, thank you, Robert. Martial, le mot de la fin. Oui, Lionel, je tenais déjà à remercier Blue by Camtel pour l'invitation. En fait, moi, je voudrais terminer par une note d'espoir. En fait, j'ai l'espoir. Parce qu'en fait, le seul moyen pour l'Afrique ou alors pour le Cameroun de rattraper les écarts avec les pays occidentaux, c'est via le digital. Nous n'aurons jamais une entreprise en Afrique comme Total ou alors, je ne sais pas, comme Vinci, comme Razel, mais nous pouvons avoir des licornes, hein, si j'emploie la terminologie des incubateurs, Benjamin comprend. Nous pouvons avoir des champions du digital. Donc ça, c'est possible. Et pour que cela puisse se réaliser, il faut une mobilisation générale, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on essaie de pousser les acteurs locaux, tous ceux qui sont dans le Made in Cameroun version digitale. Et nous devons aussi beaucoup faire du benchmarking. Comme Benjamin le disait, il faut faire beaucoup de benchmarking. Il y a des économies en Afrique francophone comme la Côte d'Ivoire qui sont en avance sur nous. Donc, tous les jeunes qui recherchent des opportunités futures doivent observer ce qui se passe dans ces pays-là. Ils doivent, si possible, avoir le culot d'aller faire des stages, même non rémunérés, dans ces pays-là, pour être en avance sur le plan technologique, sur le plan des pratiques, et ainsi être prêt pour répondre aux besoins de ces entreprises-là, qui parfois implémentent des solutions en Afrique de l'Ouest ou en Afrique anglophone, et des solutions qui viendront au Cameroun voilà, quelques années plus tard. Donc, il faut faire du benchmarking. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre ailleurs. Et nous comptons sur, voilà, sur le soutien des opérateurs historiques Camtel. Hein. Bon, moi, mon premier stage en entreprise, c'était à Camtel Bébande à Douala. Mon premier stage, mon premier contact avec l'entreprise voilà, au Cameroun. Donc, ça paraît banal, hein, mais on voit, nous les observateurs, nous voyons l'ouverture de Camtel. Camtel se comporte comme un acteur voilà, du monde dans le secteur concurrentiel. Je pense que ce n'est pas le fait qu'il y a des managers qui ont une culture d'entreprise privée et, voilà, et qui se mettent la pression, même s'ils sont dans un marché, voilà, même s'ils sont les, voilà, on va dire les boss du marché. Donc, nous comptons sur Camtel à l'université, nous comptons sur Camtel pour les, voilà, pour les entrepreneurs qui, malgré toute la volonté qu'ils peuvent avoir, sont toujours limités par le coût exorbitant des données, des data. Voilà. On ne va pas faire comme si tout allait bien. Hein. Mais il faut revoir, on espère, hein. Je vais vous passer le message. Hein. Donc, on espère vraiment des solutions qui répondent aux besoins de ces opérateurs-là, de ces étudiants-là qui souhaitent s'auto-former et qui, pour s'auto-former, ont besoin des outils, notamment les data. OK, merci pour ton propos. Ce n'est pas dans les oreilles des sourds tout ce que tu dis. L'objectif aussi, c'est de créer un écosystème parce que seul Camtel ne peut pas faire bouger les lignes. Il faut que Camtel fasse bouger les lignes avec vous, tous les acteurs digitales. Benjamin?
Oui, Lionel, donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas à envoyer à Camtel les alertes quand la fibre ne commence à nous déranger. On a besoin de Camtel, c'est l'infrastructure de base. Et ensuite, voilà, on va accompagner les entrepreneurs qui vont apporter le contenu demain, qui va alimenter notre Internet. Donc, c'est mon mot de la fin, c'est effectivement pour dire que la compétition pour l'emploi, elle est mondiale, elle est féroce. Quand vous voyez des Chinois arriver pour venir travailler au Cameroun ou en Afrique, c'est parce que même sur leur marché en Chine, c'est saturé. Ils sont à 1,5 milliard, donc il y a besoin de trouver des opportunités de travail. Et donc, on va là où le travail se trouve. Donc, au Cameroun, déjà, comme je dis, vous êtes dans un petit marché. Donc, faites tout pour être dans les meilleurs de ce petit marché-là, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié. Donc, ça passe par, effectivement, mettre à jour ses compétences. Dès que vous sortez même pendant que vous êtes déjà sur les bancs de l'université, commencez déjà à ouvrir votre esprit, lisez, hein, et pas que les buzz sur le Facebook ou le dernier Japap qu'on a sorti par-ci, par-là. Lisez sur qu'est-ce que on a annoncé dans la presse aujourd'hui. Les banques, les assureurs sont en train de chercher des personnes qui maîtrisent le digital parce qu'elles sont en train de faire la transformation digitale. Donc, demain, UBA, EcoBank et toutes ces banques-là, Freeland, vont embaucher des agents qui vont venir faire cette transformation digitale-là. Des agents qui vont les aider à vendre à travers WhatsApp, à travers Facebook, etc. Donc, il s'agira plus simplement de faire la banque finance classique comme on faisait à l'époque de nos parents il y a 1980. Non, il faut au demain pouvoir vendre autrement. Et je dis ça pour les banques et les assurances, mais les autres acteurs, la téléphonie mobile est dans le digital depuis longtemps et elle va continuer de devoir innover parce que la compétition est intense. Donc, il y a des métiers là, mais je vous assure que parfois, quand on est du point de vue du chercheur d'emploi, on se dit, mais non, il ne veut pas. Non, il y a des employeurs qui veulent recruter, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils se retrouvent avec des personnes en entretien qui n'ont pas, quelque part, la posture déjà parfois, le savoir-être, ou alors, encore moins, le savoir-faire. Donc, profiter, considérer ça comme un investissement peut-être parfois lourd, mais je préfère qu'on investisse sur sa formation que d'investir sur un hypothétique voyage aventurier qu'on va faire pour aller croire qu'on va aller trouver l'Eldorado ailleurs. Investissez sur vous dès maintenant, ici, et maintenant en se disant, voilà, je vais avoir la compétence qu'il faut pour les métiers de demain. Je vais avoir la compétence pour aller séduire, convaincre les banques, les assurances, les téléphonies mobiles et autres, que je peux être l'employé qui va leur permettre d'avancer. Alors, c'est difficile d'entrer dans le cercle au début, mais parce que vous allez vous démarquer par votre approche. Comme je dis, si vous êtes dans les métiers, par exemple, artistiques, créatifs, au lieu d'envoyer seulement votre CV, faites quelque chose qui montre ce que vous savez faire. Vous êtes dans la technologie, développez un petit jeu, développez un petit outil que vous allez montrer à 2-3 entreprises pour leur montrer quelles sont vos compétences. Et que ce soit sur la technologie, il y a besoin. Il y a des besoins. À Obotam, on a accueilli, par exemple, pendant 1 an, un programme qui s'appelait 10 000 codeurs qui formait des jeunes là pour le groupe pour être entrepreneurs, mais qui leur apprenait du développement. Ils travaillaient sur le code pour demain s'auto-employer ou être employé dans une entreprise. Et il y a le besoin, et pas pour travailler que pour le Cameroun. Ils travaillent sur des projets qui peuvent être basés en France, en Amérique, en Chine. Et donc, si demain, on a un lot de développeurs qui sont bons sur Flutter, sur, je ne sais pas, n'importe quelle autre technologie de Python, bah, on peut comme ça délocaliser des missions de développement pour des projets qui se passent dans le reste du monde. Hein? Donc, voilà. C'est vrai pour tous, qu'on soit entrepreneur ou pas, qu'on se destine à être salarié. L'important, c'est de capter, enfin, qu'est-ce que c'est l'actualité, anticiper sur les besoins de demain. Donc, et ça, vous le voyez à travers les informations que vous allez avoir dans la presse et un peu partout. Et investissez sur vous, maîtrisez les outils de base qui sont demain l'alphabétisation. Hein. Si vous ne savez pas utiliser Word, PowerPoint et Excel, il faut commencer à savoir faire ça. Travailler sur votre présence digitale. Hein, ce n'est pas seulement pour faire le Japap et les derniers commentaires. Et puis, apprenez à lire et à analyser les informations qui vont vous permettre de définir ou d'ajuster votre stratégie. OK, merci Benjamin. Voilà qui était très édifiant, le tour de table de nos 3 panélistes qui nous accompagnent cet après-midi. Investir n'est pas dépenser. Investir, c'est parce que derrière, vous allez récupérer, vous avez investi sur vous. Donc, n'hésitez pas à investir sur vous, à vous former, parce que derrière, il n'y a pas mieux que d'être formé, s'auto-former pour être compétitif demain. C'était l'acte 23 de Blue, désormais Blue Digital Talk. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos panélistes d'avoir été présents et à mardi prochain. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Lionel. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous.
soirée à tout le monde.